Je me souviens, comme si cela datait d'hier, de mon entrée à l'école. Un matin, mon père arriva de la Djama avec un petit air mystérieux et ému. J'étais dans notre cour crépie, à la bouse de vache, près d'un canoun où se trouvait une casserole de lait. Ma mère venait de rentrer à la maison. Elle allait prendre une pincée de sel et une motte de couscous pour apprêter mon déjeuner du matin. Je dois préciser d'ailleurs que pareil déjeuner ne m'était accordé qu'exceptionnellement. Il fallait pour cela la conjonction de plusieurs circonstances. D'abord avoir du couscous, puis du lait, ensuite choisir le moment, attendre notamment l'absence de ma petite sœur car elle aurait revendiqué sa part de l'aubaine, ce qui aurait obligé ma mère à augmenter la dose commune ou à exciter notre gourmandise sans la satisfaire complètement. Donc ce matin-là, toutes les conditions étant réunies, je trônais seule face à la casserole, les yeux encore pleins de sommeil, mais le ventre parfaitement éveillé. Hélas, il était écrit sans doute que j'apprendrais de bonne heure que certaines choses coupent l'appétit. En effet, lorsque mon père parla, l'envie de manger s'envola en même temps que mon sommeil. Mon père n'avait pas son pareil pour effrayer les gens. « Vite, vite, dit-il à ma mère, lave-le entièrement, les mains, la figure, le cou, les pieds. Crois-tu que le cheikh acceptera un singe pareil ? Il y a aussi sa guendoura qui est sale, dit ma mère. Il faudrait peut-être attendre demain. Je la laverai ainsi que son burnous. Faut penser si j'ouvris les oreilles à cette proposition. Demain, toutes les places seront prises. Et puis, il vaut mieux ne pas commencer l'école par des absences. On dit qu'ils sont sévères, les Roumis, et nous n'avons que lui. Il ne faut pas qu'ils reçoivent des coups par notre faute. D'ailleurs, inutile d'arriver en retard aujourd'hui. Dépêchons-nous. Je fus débarbouillé en hâte, et 5 minutes après, encore abasourdi, je débarquai dans la vaste cour de l'école, toute grouillante d'élèves, à 100 lieues de mon déjeuner. Seule dans la famille, ma petite sœur Titi fêta l'événement en s'octroyant la casserole de couscous au lait. Elle marqua cette journée d'une pierre blanche, tant, il est vrai, que le bonheur des uns. Ma première journée de classe, ma première semaine et même ma première année ont laissé dans ma mémoire très peu de traces. J'ai beau fouiller parmi mes souvenirs, je ne retrouve rien de clair. Nous avions 2 maîtres, kabyles tous les deux. L'un, gros, court, joufflu, avec des petits yeux rieurs, qui n'inspirait aucune crainte. L'autre, mince, pâle, un peu taciturne, avec son nez long et ses grosses lèvres, mais aussi sympathique que le premier. C'était le plus jeune et il s'occupait de la 2e classe. Ils portaient tous deux des costumes français sous un burnous fin et éclatant de blancheur. Cette tenue m'a paru pendant longtemps avoir atteint l'extrême limite du goût, de l'élégance et du luxe. Quant au maître même, il constitue, jusqu'à présent pour moi, sans que je puisse m'en empêcher, la double image sous laquelle je me représente invariablement l'instituteur indigène, le directeur et son adjoint. Je serais très embarrassé de dire si je fus bon ou mauvais élève, si j'appris beaucoup ou peu. Du moins, je n'éprouvais aucune répugnance à être écolier.
Mon camarade Akli, qui était resté mon protecteur, m'avait devancé d'1 an dans cette nouvelle situation. Il était fier de son ancienneté et offrit à ma mère de me faire bénéficier de son expérience. Tous les matins, il m'appelait, m'attendait devant la porte et nous dégringolions ensemble jusqu'à l'école. Il me ramenait à 11 heures, tout rayonnant d'orgueil. Mais c'était un orgueil légitime, reflet du devoir accompli. Quelquefois, il participait à mon repas. Souvent, il recevait une poignée de figues qu'il avait pris l'habitude de ne plus refuser, ayant conscience de les avoir gagnées. De fait, grâce à lui, j'étais devenu tabou pour la plupart des gamins de notre âge qui le craignaient. Quant aux grands, il nous laissait tranquilles, car nous avions parmi eux son frère qui était en première classe. Si je rappelle que j'étais craintif et doux par nature, ne cherchant une chicane à personne, que notre quartier fournissait une quinzaine d'élèves, dont beaucoup de grands, et que l'esprit du sauf était aussi vivace dans nos cœurs que chez les grandes personnes, on comprendra pourquoi je n'ai pas manqué de défenseurs, et pourquoi le fils unique que j'étais n'a pas rencontré tous les désagréments qui attendent généralement en classe les enfants gâtés. J'allais à l'école sans arrière-pensée, simplement parce que tous les enfants y allaient. Le meilleur moment de la journée était sans conteste 11 heures, lorsque nous remontions essoufflés vers le couscous qui nous attendait chez nous. Évidemment, il y avait aussi les jeux. Mais on n'avait pas besoin d'aller à l'école pour jouer. J'ai su par la suite qu'on peut donner dans les écoles un enseignement attrayant, qu'on peut instruire les enfants en les amusant, qu'il y a des méthodes pour diminuer l'effort de l'élève, pour éveiller son attention. Cela se peut. Les grandes personnes disent tant de belles choses. Je crois finalement qu'un petit Kabyle de 7 ans n'a pas besoin de tout cela. Il est attentif par crainte et par amour-propre. Il s'agit d'éviter les coups du maître et les moqueries du voisin qui sait lire. Plus tard, bien sûr, l'intérêt s'éveille et remplace la crainte. Alors on commence à comprendre. C'est ce qui m'arriva, je crois bien. Ceux qui ne comprennent pas s'habituent aux coups qu'ils ne craignent plus et placent leur amour-propre en dehors de la classe. Ils sont bons joueurs ou bons bagarreurs. Sortis de la classe, nous ne songions jamais à tirer vanité de nos acquisitions. Notre chef de jeu dans le quartier était un garçon teigneux qu'on n'avait pas voulu admettre à l'école. Il ne se croyait pas en état d'infériorité par rapport à nous. Il avait raison. Nos parents et nos maîtres ne paraissaient pas attacher une grande importance à ce que nous faisions à l'école. Aussi les jeux étaient-ils notre occupation essentielle. Nous avions établi un cycle qui revenait à peu près tous les ans. Cela débutait en octobre par les billes, les glands et les boutons. On dévastait alors toutes les vieilles chemises, vestes, gilets. Puis c'était le tour des toupies enflées et nonchalantes achetées à la ville, longues toupies kabyles fabriquées par nos parents et qui se trémoussaient allègrement en s'accompagnant d'une musique stridente. Au printemps, nous fabriquions des pistolets avec un bois rare que l'on allait chercher à la rivière. Ensuite, on passait aux cerceaux, aux osselets, aux flûtes. Ce sont ces dernières qui m'ont laissé un souvenir ineffaçable. Un soir, après 4 heures, ayant passé le reste de la journée avec des camarades, en dehors du village, je revenais à la maison, une petite flûte entre les doigts, essayant avec acharnement de retrouver un air que je venais d'apprendre.
Mon père était sur le seuil de la porte, délaçant ses mocassins. Il arrivait du champ. Mon père m'avait vainement recherché pour lui faire une commission et avait dû se plaindre de mon absence. « Le voilà, dit-il, n'aie crainte, il te revient. Et avec une flûte, Dieu merci, s'il n'apprend rien à l'école, il ne perd pas son temps avec ses camarades. » Ah, dit mon père, je ne m'étonne plus que ton maître se plaigne de toi. Je le vois bien, tu es dissipé. C'est à cause de ta paresse qu'il ne t'a pas changé de division. Il me l'a dit. C'était en effet ma 2e année d'école et j'étais toujours dans le même cours. Cette révélation inattendue me surprit beaucoup. Apparemment, le maître avait parlé de moi à mon père. Moi qui croyais passer inaperçu parmi la 50aine de camarades qui formaient la classe, voilà qu'il se rendait compte de mon travail, qu'il me connaissait particulièrement, qu'il connaissait mon père. C'était donc qu'il connaissait tous ses élèves. Certainement, il aimait les bons et détestait les mauvais. Pourtant, il n'y avait aucun indice visible qu'il montrât qu'il nous différenciait. J'avais beau réfléchir, je ne trouvais pas. Tant pis, il fallait se rendre à l'évidence. Il avait dit à mon père que j'étais un mauvais élève. Mon père pensait m'avoir fait de la peine par le ton sévère qu'il avait pris. Au fond, j'étais presque heureux de constater qu'il s'intéressait à ce que je faisais, qu'il était peiné de me voir parmi les traînards et qu'il partageait cette peine avec le maître. Cette petite réprimande me fit prendre mon rôle au sérieux. J'exagérais mon importance. En réalité, mon père était plus fâché de ma flânerie que de ma mauvaise place à l'école. Je suis bien certain que c'est tout à fait par hasard, au cours d'une conversation ordinaire, grâce à une association d'idées quelconque, que l'instituteur avait parlé de moi à mon père. N'empêche, cette scène décida de mon avenir d'écolier. À partir de ce jour, je devins bon élève, presque sans effort. Et c'était le seul rôle qui me convenait. Chaque fois qu'on parle de spécialisation ou d'orientation professionnelle à l'école, je ne peux m'empêcher de sourire et de penser à la façon dont nous nous sommes spécialisés, mes camarades et moi. C'était bien simple. Il y avait les batailleurs, c'étaient les rois de l'école. Il y avait notre admiration sans réserve. Il y avait les joueurs acharnés, mauvaise tête, bon pied, bon œil, bruyants, insouciants et populaires. Aux paisibles et aux peureux, qui se confondaient forcément, il restait les plaisirs nobles de l'étude et des meilleures places. Plaisirs d'autant plus nobles, à leurs yeux, que c'étaient les seuls qu'ils pouvaient rechercher. Étant pacifique de naissance, je ne pouvais poser ma candidature ni à la première catégorie, ni à la seconde. Avec le consentement de tous mes camarades, je devins donc bon élève. Beaucoup s'acharnèrent, plus que moi-même, à me voir le premier de ma division. Car souvent le prestige du chof entra en jeu. Dès le cours élémentaire, je travaillais donc avec un imperturbable sérieux, à l'insu de mes parents, qui continuaient à manifester pour mes progrès la plus grande indifférence. Mon maître, qui constata ces progrès, eut-il jamais l'occasion d'en parler à mon père? Je n'en sais rien. Les pères de famille qui passent leur temps à essayer de satisfaire les petits ventres, peuvent-ils s'occuper également des petites cervelles?